La disparition eut lieu un dimanche d'automne, comme les autres, alors que la lumière grise filtrait à travers les vitraux de l'église évangélique Saint-Martin, dans un quartier discret de la périphérie lyonnaise. L'office se déroula selon son rythme habituel, des hymnes sobres, les pages de la Bible tournées avec précaution, le murmure discret d'une assemblée habituée au silence. Rien, en ce matin matinal, ne laissait présager que ce serait la dernière fois que le pasteur Étienne Morel serait vu en public pendant 5 longues années. Étienne était un homme d'une présence rassurante, non par une voix forte, mais par sa constance. À 52 ans, il affichait une posture qui inspirait confiance, gestes mesurés, regard direct, sans ostentation. Il était connu pour éviter les discours trop passionnés. Il parlait de discipline, de responsabilité, de silence devant Dieu. Pour beaucoup, il incarnait la stabilité dans un monde qui semblait toujours au bord du gouffre. Ce jour-là, pourtant, quelque chose frappait. Non pas le sermon qui avait commencé à l'heure, mais sa façon de se déplacer. Il tournait moins autour de la chaire. Il consultait plus souvent que d'habitude sa montre discrètement attachée à son poignet gauche. Lorsqu'il lut le dernier passage avant la prière collective, il marqua une pause plus longue, comme s'il pesait le poids de ses propres paroles. Il restait exactement 1 heure avant la fin de l'office, lorsqu'Étienne descendit de la chaire, faisant signe à la chorale d'entamer le prochain cantique. Son geste passa inaperçu. Il arrivait que les pasteurs s'absentent quelques minutes pour s'occuper d'un fidèle, régler un problème en coulisses ou ajuster certains détails du rituel. Mais Étienne ne revint pas. Pendant les 10 premières minutes, personne ne s'en est étonné. Au bout de 20 minutes, l'organiste a ralenti, échangeant des regards avec le diacre responsable. 30 minutes plus tard, un malaise silencieux s'est répandu dans l'assemblée. À la fin du cantique, le diacre est monté en chaire, a improvisé une courte prière et a annoncé la fermeture anticipée de l'office, expliquant l'absence du pasteur par un malaise soudain. Cependant, aucune ambulance n'est arrivée, aucun hôpital n'a confirmé prendre en charge les patients. La voiture d'Étienne est restée garée derrière l'église, exactement au même endroit que d'habitude. Le même après-midi, l'épouse du pasteur, Claire Morel, signala sa disparition. La police traita l'affaire avec prudence. Aucun signe de violence, aucune demande de rançon, aucun antécédent récent de conflit connu. Un homme adulte et respecté qui avait simplement disparu de son environnement habituel. Dans les jours qui suivirent, Lyon constata un intérêt croissant de la presse locale. La disparition d'un pasteur dans sa propre église est le genre d'histoire qui défie toute explication simple. Les journalistes interrogèrent paroissiens, voisins et autres personnalités religieuses. Tous affirmèrent, d'une manière ou d'une autre, qu'Étienne était réservé, méthodique et prévisible. Rien ne laissait présager son départ. Mais la prévisibilité n'est pas toujours synonyme de transparence. L'enquête initiale s'est concentrée sur la vie privée du pasteur. Ses comptes bancaires étaient intacts, son passeport était à son domicile. Aucune caméra de surveillance ne l'a filmé, quittant l'église par l'entrée principale. Seule une ancienne caméra latérale a capturé une silhouette semblable à la sienne traversant le couloir arrière. Un passage donnant accès aux bureaux administratifs et à une sortie secondaire peu utilisée. L'heure coïncidait précisément avec le moment où il quittait la chaire. Rien de plus. Au fil des mois, la congrégation commença à se diviser. Certains croyaient à une dépression nerveuse silencieuse. D'autres parlaient de honte cachée, de péché, de fuite. D'autres encore affirmaient qu'Étienne avait été victime de quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'avait jamais été révélé. Claire, quant à elle, resta inflexible. Elle assistait aux offices célébrés par des pasteurs remplaçants, s'asseyait toujours à la même place et refusait les interviews. Elle ne pleurait pas en public, elle n'accusait personne. Elle se contentait de répéter que son mari reviendrait le moment venu. Cette phrase, répétée tant de fois, commença à agacer certains membres de l'Église. 5 ans s'étaient écoulés. Saint-Martin n'était plus la même. La fréquentation avait diminué, des familles avaient migré vers d'autres paroisses, et le nom d'Étienne Morel était devenu presque tabou.
mentionné seulement lors des anniversaires de l'Église ou dans de longues réunions administratives, lorsqu'il fallait justifier des décisions prises après son départ. C'est alors, par un froid matin de février, qu'un homme demanda à parler au nouveau conseil pastoral. Il s'appelait Luc Bernard, 43 ans, fonctionnaire, membre de l'Église depuis plus de 10 ans, toujours discret. Il n'avait jamais occupé de poste à responsabilité. On le connaissait pour s'asseoir au fond de l'église, partir rapidement après les offices et éviter les longues conversations. Luc affirmait détenir des informations depuis 5 ans. Des informations qui expliquaient où se trouvait Étienne Morel durant la dernière heure avant sa disparition et où il était resté tout ce temps. La demande n'a pas été formulée publiquement. Aucune annonce n'a été faite dans l'immédiat. Mais lorsque l'information a fuité, l'attention est revenue à Saint-Martin avec une force inattendue. Car si Luc disait la vérité, alors la disparition du pasteur n'était pas un mystère non résolu. Un silence prolongé s'installa. Et quelqu'un avait choisi de le garder. L'église évangélique Saint-Martin n'était pas un édifice imposant. Contrairement aux cathédrales qui dominaient l'imaginaire religieux français, elle occupait un ancien entrepôt rénové dans les années 1980, dans une zone de transition entre immeubles d'habitation et petits commerces. Sa façade sobre en béton clair dissimulait un intérieur organisé avec une précision quasi obsessionnelle, reflet direct de la direction d'Étienne Morel pendant plus de 15 ans. Chaque détail avait été soigneusement pensé pour éviter tout excès. Pas de symboles ostentatoires, pas de mise en scène. Pour Étienne, la foi devait être fonctionnelle, discrète, intégrée au quotidien. Cette vision a façonné la communauté et, d'une certaine manière, a aussi limité ce qui pouvait être ressenti ou exprimé entre ses murs. Après la disparition, l'Église entra dans une période d'adaptation forcée. Le conseil pastoral fut confié à Marc Delon, un jeune pasteur marseillais à la solide formation théologique mais peu enraciné dans la communauté. Il se trouva confronté à une hostilité sourde, non pas par rejet direct, mais en raison de comparaisons constantes avec son prédécesseur. Marc comprit rapidement que Saint-Martin n'était pas seulement confronté à l'absence d'un chef, mais à la suspension d'une vérité. Quelque chose était resté inachevé, irrésolu. Parmi les membres les plus âgés, certains noms se démarquaient. Hélène Roche, une institutrice retraitée, était chargée d'organiser les événements de la communauté. Méticuleuse, elle gérait les listes, les horaires et l'accès aux salles paroissiales. Elle fut l'une des dernières personnes à voir Étienne avant le début de l'office ce dimanche-là. Elle avait toujours affirmé qu'il paraissait trop normal, ce qui, à ses yeux, rendait la situation d'autant plus troublante. Il y avait aussi Paul Giraud, diacre au moment de la disparition. Un homme corpulent à la parole concise, qui portait encore le poids de la culpabilité d'avoir interrompu l'office sans explication claire. Paul ne s'en était jamais pardonné. Il continuait de fréquenter l'église, mais refusait toute responsabilité, comme si accepter un poste aurait été un affront à la mémoire du pasteur disparu. Claire Morel demeurait une présence constante, quoique distante. Veuve sans acte de décès, elle occupait une place ambiguë dans la communauté. On ne la considérait ni comme une veuve, ni comme l'épouse d'un homme vivant. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque municipale et menait une vie quasi immuable. Elle partait tôt, rentrait toujours à la même heure et ne participait jamais aux longues réunions sociales. Sa maison, située à quelques kilomètres de l'église, était restée intacte. Le bureau d'Étienne n'avait jamais été réaménagé. Livres, carnets et même le manteau qu'il portait par temps froid étaient toujours là. Claire n'y toucha pas. Non par espoir explicite, mais par une sorte de respect rigide, presque contractuel, pour l'absence. La police, de son côté, avait classé l'affaire après 2 ans sans progrès concret. L'inspecteur chargé de l'enquête à l'époque, François Keller, se souvenait encore du malaise que cette affaire lui avait causé. Il était inhabituel que quelqu'un disparaisse sans laisser la moindre trace financière, numérique ou affective. Pour Keller, le problème n'était pas le manque d'indices, mais le sentiment persistant que quelqu'un avait choisi de les ignorer. Luc Bernard faisait partie de ce milieu bien avant sa disparition.
Employé de la mairie de Lyon, spécialisé dans les archives administratives, il vivait entouré de documents rarement consultés. C'est peut-être pour cela qu'il avait pris l'habitude d'observer plus que de parler. Il n'était pas proche d'Étienne sur le plan social. Il n'était jamais allé chez lui. Il n'avait jamais été invité aux dîners pastoraux. Sa relation avec l'Église était fonctionnelle, presque anonyme. Il arrivait tôt, s'asseyait au fond, notait des extraits des sermons dans un simple carnet et partait avant que les groupes ne se forment. Culturellement, Saint-Martin reflétait une France particulière, urbaine, sécularisée et méfiante face aux excès religieux. Nombre de croyants conciliaient leur foi avec une attitude rationnelle, voire défensive. Les miracles étaient évités dans les sermons. Les confessions publiques étaient déconseillées. Tout devait paraître équilibré, acceptable même pour un observateur extérieur. Ce contexte rendait la disparition d'Étienne d'autant plus troublante. Ce n'était pas une communauté encline au scandale public. Si quelque chose s'était produit, cela avait été étouffé. Si quelqu'un savait quoi que ce soit, il avait choisi le silence. Lorsque Luc a demandé la réunion avec le conseil pastoral, il n'a manifesté aucune nervosité. Il a simplement déclaré qu'il devait corriger un oubli. Ce terme a été relevé par Marc Delon, qui en a immédiatement perçu la portée administrative et morale. Il ne s'agissait pas d'une révélation impulsive, mais d'une décision mûrement réfléchie. Le conseil se réunit dans une pièce attenante à l'église où étaient encore conservées les anciennes archives. Là, parmi les dossiers de procès-verbaux et de documents financiers, Luc s'assit pour la première fois à la table où Étienne avait coutume de présider les réunions. Avant de dire quoi que ce soit, Luc observa la pièce. Les murs arboraient encore des tableaux choisis par l'ancien pasteur. Rien n'avait été remplacé. Ce détail apparemment insignifiant renforçait une vérité dérangeante. L'Église n'avait jamais surmonté l'absence car elle ne l'avait jamais comprise. Et Luc était sur le point d'introduire un élément qui non seulement expliquerait le passé, mais remettrait en question l'identité même de cette communauté fondée sur la discipline, le silence et la conviction que certaines vérités, lorsqu'elles sont cachées, cessent d'exister. La réunion du conseil pastoral ne commença pas immédiatement. Un silence quasi protocolaire s'installa pendant que Marc Delon fermait la porte et éteignait son téléphone. Ce simple geste établissait une limite claire. Les propos qui allaient être tenus n'étaient pas destinés au public, du moins pas encore. Luc Bernard garda les mains posées sur la table en bois clair. Il ne portait aucun document et ne consultait aucune note. Son calme contrastait fortement avec l'attente grandissante des personnes présentes. Hélène Roche fut la première à rompre le silence, l'invitant à aller droit au but. Luc acquiesça, comme s'il s'y attendait déjà. Il commença par décrire le dernier dimanche d'Étienne avec une précision troublante. L'heure exacte de l'arrivée du pasteur à l'église, le moment où il traversa l'allée latérale après avoir quitté la chaire, la façon dont il évitait le regard de certains fidèles, des détails qui ne figuraient dans aucun rapport de police, mais qui, pour ceux qui étaient présents, semblaient trop familiers pour être inventés. Paul Giraud a eu une réaction physique. Il a croisé les bras, s'est redressé sur sa chaise et a pris une profonde inspiration. Il reconnaissait ces scènes. Il les reconnaissait parce qu'il avait été trop près pour les ignorer. Luc n'accusait personne. Il relatait simplement les faits. Il affirmait qu'Étienne n'avait pas quitté l'église par hasard. Il n'avait subi aucune contrainte. Il n'avait pas fait de crise de nerfs soudaine. Il était entré volontairement dans l'aile administrative, un lieu rarement fréquenté le dimanche, et y était resté plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé. Marc intervint pour la première fois, demandant comment Luc pouvait le savoir. La réponse ne se fit pas attendre. Luc avait alors un accès temporaire aux bureaux administratifs autorisés à classer les anciennes archives de l'Église. Un travail discret, effectué à l'abri des regards. Cet accès avait été accordé plusieurs semaines avant la disparition. Étienne avait signé l'autorisation en personne. Cette information a immédiatement bouleversé le récit que tous partageaient depuis des années. Si le pasteur avait tout planifié,
Alors la disparition n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une série d'événements invisibles. Luc expliqua ensuite que, durant la dernière heure de l'office, il se trouvait dans le bâtiment. Non pas dans la salle principale, mais à l'arrière, en train de réorganiser de vieux documents paroissiaux, dont certains dataient des années 1990, une période antérieure à l'arrivée d'Étienne à la tête de l'Église. Il avait entendu des pas, reconnu la voix familière du pasteur et remarqué qu'il ne portait ni Bible ni manteau. Pour Luc, c'était suffisamment étrange pour qu'il s'en souvienne. Le conflit s'est envenimé lorsque Marc a demandé à Luc pourquoi il n'avait pas signalé l'incident plus tôt. La réponse n'était pas une justification émotionnelle, mais une observation pragmatique. Luc pensait qu'Étienne reviendrait. Comme il n'était pas revenu, il avait cru que la police s'en chargerait. Une fois l'enquête terminée, le silence était devenu une structure difficile à briser. Hélène réagit avec une irritation contenue. Pour elle, 5 années d'inaction ne pouvaient être considérées comme de la prudence. La tension au sein du conseil municipal commença à se déplacer de la disparition elle-même vers la responsabilité morale de ceux qui, trop proches du dossier, n'avaient pas agi. Luc accepta le malaise sans se justifier. Il se contenta de dire que sa décision de parler maintenant ne découlait pas d'une culpabilité soudaine, mais d'un changement concret. Il avait récemment découvert qu'une partie des dossiers qu'il avait réorganisés avait été retirée du bureau administratif quelques jours après la disparition d'Étienne. Ces informations ont introduit un nouvel axe de conflit. Si des documents avaient été soustraits, c'est que quelqu'un d'autre y avait eu accès. Quelqu'un d'autre était au courant. La discussion s'enlisa. Paul suggéra que cela pouvait indiquer l'implication de tiers, peut-être d'anciens responsables de l'Église. Hélène évoqua la possibilité qu'Étienne ait été impliqué dans des activités administratives ou financières irrégulières. Marc s'efforçait de rester concentré, mais il comprit que l'image d'un pasteur intègre commençait à se fissurer. Luc ajouta alors un détail crucial. Étienne n'était pas resté uniquement dans le bureau administratif. Au bout d'une vingtaine de minutes, il était entré dans la petite salle de réunion attenante, un espace sans fenêtre utilisé sporadiquement pour des consultations privées. La porte était restée fermée pendant plus d'une demi-heure. Luc n'avait entendu aucune voix, hormis celle d'Étienne. Il n'avait vu personne d'autre entrer ou sortir. Lorsque le pasteur quitta la pièce, il ne revint pas à l'office. Il emprunta un couloir latéral menant à une sortie peu fréquentée près du parking. La caméra défectueuse n'avait capturé que sa silhouette, mais Luc affirma avec conviction qu'il était parti à pied. Cette déclaration contredisait des années de spéculation. Si Étienne était parti à pied, alors la voiture abandonnée cessait d'être un mystère et devenait un acte délibéré. Le conseil comprit que le conflit ne se limitait plus à découvrir où se trouvait Étienne, mais portait aussi sur le sort à réserver à cette information. La rendre publique reviendrait à rouvrir de vieilles blessures, à exposer des omissions et à remettre en question l'autorité morale même de l'Église. Marc suggéra de faire de nouveau appel à la police. Hélène s'y opposa, arguant que cela transformerait l'Église en un lieu de scandale. Paul garda le silence, visiblement partagé. Luc observait, conscient que sa révélation n'apportait aucune solution, mais ne faisait que déplacer le problème vers un terrain plus instable. Il savait où Étienne avait été durant cette dernière heure. Il savait aussi où il avait passé les années suivantes. Mais révéler toute la vérité exigerait plus qu'une réunion à huis clos. Il faudrait que l'Église reconnaisse que son plus grand conflit n'était pas la disparition d'un seul homme, mais la décision collective de ne pas avoir posé suffisamment de questions alors qu'il était encore temps. La décision de limiter la révélation de Luc Bernard au conseil pastoral eut un effet immédiat, bien qu'imperceptible pour la plupart des fidèles. Le silence, une fois de plus, devint un mécanisme actif, non par manque d'information, mais par excès de prudence. Chaque membre du conseil commença à porter son propre fardeau, ce qui se manifesta par des attitudes subtiles, mais révélatrices.
Marc Delon, fraîchement nommé à la tête de l'Église, était confronté à une crise à la fois institutionnelle et personnelle. Il avait accepté ce poste, convaincu de guider une communauté en reconstruction et non en suspens. La perspective de rouvrir une vieille affaire mettait en péril sa crédibilité, tant auprès du public que des membres de l'Église. Les pasteurs de la région, les conseils régionaux et même les instances administratives de la confession pouvaient s'interroger sur les raisons du long silence de Saint-Martin. Cette pression s'intensifia lorsque Marc reçut un courriel du bureau régional de l'Église lui demandant d'anciens rapports de gestion, notamment ceux de la dernière période du mandat d'Étienne. La demande était vague, mais son timing rendait la coïncidence impossible à ignorer. Pour Marc, il devint évident que le conflit ne se limitait plus au mur de Saint-Martin. Entre-temps, Hélène Roche entreprit une enquête informelle de son côté. Son attachement à l'organisation et au contrôle l'empêchait de se fier entièrement au récit de Luc, bien qu'elle en reconnaisse la cohérence. Grâce à son accès aux archives de l'Église, elle commença à examiner d'anciens ordres du jour, des registres d'utilisation des salles et des procès-verbaux de réunion. Elle découvrit des incohérences mineures, mais cumulatives, des horaires non consignés, des réunions sans ordre du jour formel, des décisions prises en dehors des réunions officielles. Ces constatations ne révélaient pas de crime explicite, mais plutôt une série d'exceptions. Étienne, le défenseur de l'ordre, avait créé des espaces où l'ordre n'était pas pleinement appliqué. Paul Giraud, quant à lui, était confronté à un conflit plus personnel. La révélation qu'Étienne avait quitté l'église à pied réveilla un souvenir qu'il avait tenté d'enfouir. Ce matin-là, il avait vu le pasteur glisser quelque chose dans la poche intérieure de sa veste avant de descendre de la chaire. Sur le moment, il n'y avait pas prêté attention. À présent, ce geste avait pris une signification troublante. Paul commença à se demander si sa décision de mettre fin à la secte sans poser de questions n'avait été qu'un acte d'obéissance ou une manière inconsciente de préserver la stabilité. Il avait passé des années à croire qu'il avait échoué par omission. L'idée que cette omission ait été fonctionnelle, voire volontaire, érodait l'estime qu'il avait de lui-même. Entre-temps, Claire Morel remarqua des changements dans le comportement des dirigeants de l'Église. Bien que personne ne l'en ait informé officiellement, elle perçut des schémas récurrents. Les visites du conseil se firent plus fréquentes. Des questions indirectes surgirent, toujours formulées avec une prudence excessive. Claire répondait avec la même concision habituelle, mais elle calculait intérieurement ce qu'elle pouvait encore dire sans rompre l'équilibre qu'elle avait patiemment construit au cours des 5 dernières années. Elle savait que Luc Bernard cachait quelque chose. Elle le savait parce qu'Étienne n'avait mentionné son nom qu'une seule fois, des semaines avant la disparition. Non pas comme un ami, mais comme quelqu'un digne de confiance, capable de garder ce qui ne s'explique pas. À l'époque, Claire n'avait pas demandé d'explication. À présent, cette phrase résonnait avec une force nouvelle. Une autre intrigue secondaire apparut lorsqu'un journaliste local, Antoine Lefebvre, reprit l'enquête. Spécialisé dans les affaires oubliées, Antoine avait remarqué une activité inhabituelle à l'église. Des réunions tardives, des demandes de documents anciens, des changements soudains dans les procédures administratives. Il n'avait aucune preuve, mais il connaissait bien le fonctionnement des institutions lorsqu'on cherchait à dissimuler quelque chose. Antoine a commencé à interroger d'anciens membres qui avaient quitté Saint-Martin après la disparition. Certains ont évoqué un malaise passé face à la rigidité d'Étienne, d'autres ont mentionné des réunions privées restées sans explication. Rien de concluant, mais suffisamment pour dresser un tableau de tension non résolu. L'urgence de la situation est devenue inévitable dès la réception de la notification officielle par le Conseil. Si de nouveaux éléments apparaissaient, la procédure de disparition pourrait être rouverte. Ceci imposait implicitement une date butoir à toutes les décisions. L'inaction était également devenue un choix délibéré, avec des conséquences prévisibles. Luc, témoin du déroulement de ces intrigues secondaires, resta en retrait. Il ne participa pas aux enquêtes parallèles et ne fournit aucun détail nouveau.
Sa position était claire. Il avait dit ce qu'il savait jusqu'à ce qu'il jugeait éthiquement acceptable. La suite exigerait une action collective et peut-être irréversible. Ces multiples strates de conflits, institutionnels, personnels, moraux et extérieurs, commencèrent à converger. Chaque personnage était confronté à une décision qui touchait non seulement Étienne Morel, mais aussi sa propre identité, forgée au fil des années. L'Église, qui s'était toujours enorgueillie de sa sobriété et de son contrôle, se trouvait désormais sous la pression de forces qu'elle ne pouvait maîtriser par le silence et l'organisation. Les intrigues secondaires ont clairement montré que le mystère de la disparition n'était pas un événement isolé, mais le reflet d'une structure qui avait appris à fonctionner en évitant les questions difficiles. Et, à mesure que le temps pressait, il devenait évident que tous ne survivraient pas indemnes à la vérité qui approchait. Le point de rupture ne s'est pas produit en public, ni n'a été accompagné d'aveux fracassants. Il est apparu de manière presque bureaucratique, comme tant d'autres choses qui bouleversent des vies sans que leur importance soit clairement affichée. Un mardi matin, Marc Delon fut convoqué dans l'ancien bureau d'Étienne Morel. La pièce était restée fermée depuis sa disparition et ne servait que d'entrepôt provisoire. Hélène Roche avait demandé l'ouverture officielle de cet espace après avoir trouvé dans un vieux procès-verbal une vague mention de archives supplémentaires qui y étaient conservées. La clé, conservée dans une enveloppe scellée, fut récupérée dans le coffre-fort administratif. Ce geste simple et formel revêtait une charge symbolique insoupçonnée. En tournant la serrure, Marc eut le sentiment de franchir une limite que l'Église avait évitée pendant 5 ans. Le bureau n'évoquait pas l'abandon, mais plutôt une impression de suspension. L'air semblait plus froid, les meubles étaient toujours à leur place. Sur l'étagère, les livres étaient rangés par sujet. Sur le bureau, un classeur en cuir sombre reposait dans le tiroir du bas, sans être catalogué. C'est Hélène qui l'a trouvé. Le dossier contenait des copies de documents juridiques, de dossiers médicaux et de correspondances sous scellés. Il ne s'agissait pas de confessions religieuses ni de textes théologiques, mais de rapports cliniques établis par un établissement psychiatrique près de Grenoble, daté de plusieurs semaines avant la disparition. Le nom complet d'Étienne Morel y figurait. Les rapports indiquaient que le pasteur avait subi des évaluations volontaires suite à des épisodes de dissociation, un épuisement extrême et des pertes de mémoire progressives. Rien qui justifiât une hospitalisation d'office, mais suffisamment pour recommander un congé temporaire de ses fonctions publiques. Marc ressentit immédiatement l'impact de cette découverte. Le conflit cessa d'être simplement moral ou institutionnel. Il devint humain d'une manière troublante. Hélène réagit avec rigidité. Pour elle, cela expliquait trop de choses, et en même temps, rien du tout. Étienne, l'homme aux commandes, avait cherché de l'aide en dehors des instances officielles de l'Église. Il avait créé une vie parallèle que personne n'avait remarquée. Parmi les documents se trouvait une lettre non envoyée, adressée au conseil pastoral. Le texte était court, direct et d'une apparente froideur. Étienne y déclarait devoir se retirer pour une durée indéterminée afin d'éviter de causer un préjudice plus grave à la communauté. Il ne faisait aucune mention de maladie. Il ne demandait pas pardon. Il affirmait simplement que son absence serait plus honnête qu'un séjour incomplet. La lettre n'a jamais été livrée. Le véritable tournant s'est toutefois produit lorsque Marc a remarqué un détail supplémentaire. Des relevés de paiement continus à l'établissement de Grenoble ont été retrouvés, effectués pendant près de 3 ans après la disparition. Les transactions ont cessé seulement 2 ans avant la disparition. Étienne n'avait pas seulement disparu. Il était resté sous soins médicaux pendant des années. Cela a tout bouleversé. Le récit public de l'absence du pasteur contrastait avec la réalité privée d'un homme qui avait choisi de disparaître plutôt que d'exposer sa vulnérabilité. L'Église, qui avait bâti son identité sur la clarté et l'ordre, avait été protégée par un mensonge tacite, peut-être même initié par le chef lui-même. Quand Luc Bernard fut appelé pour examiner les documents, sa réaction confirma ce que Marc commençait à comprendre. Luc savait. Pas tous les détails, mais l'essentiel.
C'était lui qu'Étienne avait rencontré dans cette pièce sans fenêtre durant la dernière heure de la cérémonie, non pas pour lui dire adieu, mais pour s'assurer que quelqu'un sache où chercher en cas de besoin. Luc a confirmé qu'Étienne avait été discrètement transporté à Grenoble le même après-midi grâce à une ancienne connaissance, à la mairie. Aucun document public, aucune explication officielle. La raison du silence de Luc devenait claire. Il estimait que préserver la dignité du pasteur et la stabilité de l'Église était plus important que la vérité immédiate. Cette révélation a eu un impact dévastateur sur le Conseil. Il n'y avait pas de coupable désigné. Aucun crime évident n'avait été commis. Il s'agissait de choix faits sous la pression, justifiés par la peur, la loyauté et une conception rigide de la protection. Marc comprit que le conflit exigeait désormais une décision inévitable. Révéler la vérité reviendrait à admettre que l'Église avait privilégié les apparences d'intégrité à la transparence. Garder le silence reviendrait à perpétuer, en toute connaissance de cause, un récit mensonger. Le tournant n'a pas été la découverte des documents, mais le changement irréversible de perspective. Étienne n'était pas seulement le pasteur qui avait disparu. C'était un homme qui avait décidé de partir avant de devenir quelque chose qu'il ne pourrait plus contrôler. Et chacun, à sa manière, avait contribué à rendre cette décision invisible. La découverte des documents dans l'ancien bureau d'Étienne Morel n'a pas provoqué d'explosion immédiate. Au contraire, elle a instauré un climat de tension contenue. Chaque membre du conseil pastoral a réagi différemment, non par des paroles, mais par des choix concrets qui ont commencé à modifier le fonctionnement quotidien de Saint-Martin. Marc Delon adopta une position plus intransigeante. Il annula les réunions publiques, restreignit l'accès aux archives et reporta les décisions administratives importantes. Pour la congrégation, ces changements semblaient de simples questions d'organisation. Pour ses proches, il révélait les efforts de quelqu'un qui tentait de maintenir une structure qui commençait à se désagréger de l'intérieur. Il commença à transporter les documents dans une simple chemise, les déplaçant entre son domicile et l'église, comme s'il s'agissait d'un objet trop fragile pour rester au même endroit. La responsabilité de décider du sort de cette vérité était devenue personnelle, presque physique. Hélène Roche a réagi à l'inverse. Elle a intensifié sa présence au sein de l'Église, examinant les procédures, exigeant des comptes rendus, sollicitant des justifications formelles pour des actes jusque-là incontestés. Pour elle, la révélation n'atténuait en rien la gravité de l'omission collective. Au contraire, elle la rendait plus concrète. Étienne avait fait confiance à l'institution et l'institution avait choisi le silence. Paul Giraud s'est visiblement replié sur lui-même. Il a cessé d'assister régulièrement aux offices, prétextant des obligations personnelles. Lorsqu'il venait, il s'asseyait au fond de la salle, reproduisant presque inconsciemment le comportement que Luc avait adopté pendant des années. La culpabilité qui le hantait depuis la disparition prenait désormais une forme plus concrète. Il réalisait qu'il avait eu suffisamment de signes pour agir et qu'il avait choisi de ne rien faire. Paradoxalement, Luc Bernard éprouva un soulagement contenu. Non pas parce que la vérité avait éclaté, mais parce qu'il n'en était plus le seul porteur. Sa routine demeurait la même, mais son regard changea. Il commença à observer l'Église avec plus de distance, comme quelqu'un qui avait déjà franchi une limite que d'autres hésitaient encore à franchir. Claire Morel a été la dernière à être officiellement informée. Marc choisit de lui rendre visite en personne, muni uniquement de la lettre non envoyée. Il ne présenta aucun rapport médical ni détails logistiques. Il expliqua simplement qu'Étienne avait cherché de l'aide et avait choisi de disparaître pour se protéger et protéger la communauté. La réaction de Claire n'était pas la surprise, mais la confirmation. Elle écouta en silence, tenant la lettre avec une extrême précaution, comme si le papier allait se déchirer. Elle ne pleura pas. Elle ne posa pas de questions. Elle dit seulement qu'Étienne lui avait parlé, des années auparavant, de la nécessité de partir avant que le corps ne demeure et que l'esprit ne disparaisse. Cette phrase, prononcée sans emphase, révélait qu'Étienne n'avait pas pris sa décision seul.
Claire en avait eu connaissance, en partie, non pas les détails, ni la destination exacte, mais l'intention. Son silence, par conséquent, avait lui aussi été un choix. Les répercussions commencèrent à s'étendre au-delà de l'Église lorsque Antoine Lefebvre publia un article préliminaire. Sans preuves concrètes, mais avec des indices suffisants, il évoquait la possibilité que la disparition d'Étienne ne soit pas une affaire criminelle, mais un éloignement délibéré, dissimulé par omission institutionnelle. La réaction fut immédiate. Des commentaires en ligne ont mis en cause l'éthique de la direction de Saint-Martin. D'anciens membres ont refait surface, exigeant des explications. Le bureau régional de la congrégation a demandé des clarifications officielles. Marc fut convoqué à une réunion extraordinaire. La possibilité de sanctions administratives était devenue réelle. L'Église, qui avait toujours évité les scandales, se trouvait désormais mise en cause non pas par une erreur isolée, mais par une série de décisions prises en catimini. Au sein de la congrégation, des divisions internes ont commencé à apparaître. Certains membres éprouvaient de l'empathie pour Étienne, interprétant son choix comme un acte de responsabilité. D'autres se sentaient trahis, non pas par le pasteur, mais par la direction qui avait laissé perdurer si longtemps un récit mensonger. L'atmosphère des offices avait changé, moins de prévisibilité, plus de questions non formulées. L'environnement autrefois maîtrisé était devenu instable. Les réactions accumulées ont clairement montré que ce tournant n'avait pas mis fin au conflit. Il avait simplement déplacé l'axe de l'histoire. Il ne s'agissait plus de savoir où Étienne avait été, mais qui aurait le courage d'assumer publiquement les conséquences de cette connaissance. Et face à la pression extérieure croissante, il est devenu évident que Saint-Martin ne pouvait pas passer à l'étape suivante tout en conservant la même structure de silence qui avait caractérisé les 5 dernières années. Le changement ne s'est pas opéré collectivement ni de manière synchrone. Chacun a évolué à son propre rythme, contraint par des circonstances qui ne toléraient plus aucun retard. Saint-Martin, en tant qu'institution, hésitait encore. Puis, individuellement, les individus ont commencé à agir. Marc Delon fut le premier à prendre une décision irrévocable. Après des semaines d'hésitation entre retenue et transparence, il convoqua une assemblée extraordinaire de la congrégation. Il ne donna aucun détail dans l'invitation, se contentant d'indiquer que des questions essentielles à l'identité de l'Église seraient abordées. Ce choix n'était pas anodin. En évitant le sensationnalisme, Marc risquait de susciter une frustration immédiate, mais il donnait aussi le ton de responsabilité qu'il recherchait. Le jour de l'assemblée, il n'avait ni chair ni projecteur. Il s'exprima du centre de la salle, sans lever la main. Il expliqua objectivement que la disparition d'Étienne Morel était due, en partie, à une décision délibérée du curé lui-même, motivée par des problèmes de santé mentale. Il reconnut l'omission institutionnelle sans chercher à la minimiser par des justifications collectives. La réaction fut contenue mais profonde. Il n'y eut ni cris ni abandons immédiats. Il y eut un silence différent de celui cultivé pendant des années. Un silence de lucidité. Ce geste a marqué un premier pas concret vers le dépassement des limites de l'Église en tant qu'institution. Il n'a pas tout résolu, mais il a rompu avec la logique de la préservation à tout prix. Après avoir entendu la présentation publique, Hélène Roche ressentit un sentiment rare, le soulagement. Sa réaction fut pragmatique. Elle proposa et commença à mettre en œuvre un nouveau système de gouvernance interne avec rotation des postes et archivage obligatoire de toutes les décisions importantes, non pas comme une sanction, mais comme une correction structurelle. Elle a commencé à former de jeunes bénévoles, leur confiant des responsabilités qu'elle assumait auparavant seule. Sa rigueur s'est muée en méthode. Elle n'a pas renoncé au contrôle, mais en a redéfini la finalité. Paul Giraud a vécu sa montée en puissance avec plus de discrétion. Il assista à l'Assemblée, mais la quitta avant la fin. Le lendemain, il demanda officiellement à être démis de toute fonction de direction. Cette décision en surprit certains, mais pour Paul, c'était le premier acte cohérent depuis des années.
Il ne se sentait plus capable de représenter l'autorité morale qui avait contribué à maintenir son silence. Il commença alors à fréquenter l'Église comme un simple paroissien. Il s'asseyait désormais au premier rang, un geste modeste mais significatif. Son dépassement de cette situation ne résulta pas de discours, mais de sa volonté de rester à l'écart des postes de pouvoir. Luc Bernard, quant à lui, mit définitivement fin à sa dissimulation. Il accepta de s'entretenir avec le journaliste Antoine Lefèvre, non pour révéler de nouveaux détails, mais pour contextualiser ses décisions. Il décrivit le dilemme entre protection et vérité, sans chercher à se disculper. Le texte publié présentait Luc non comme un informateur tardif, mais comme un maillon d'une chaîne de choix imparfait. Cette exposition publique eut un effet inattendu. Luc commença à être perçu comme une personne digne de confiance, non pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il avait reconnu son erreur. Sa relation avec l'Église changea. Pour la première fois, on le saluait, on l'appelait par son nom et on l'intégrait aux conversations. L'invisibilité qu'il avait cultivée pendant des années commença à s'effriter. Claire Morel a vécu sa transformation en dehors du cadre ecclésiastique. Après l'Assemblée, elle a décidé de fermer le bureau d'Étienne. Elle n'a pas jeté les objets, elle les a simplement rangés, emballés et a donné quelques livres à une bibliothèque municipale. Ce geste ne symbolisait pas l'oubli, mais la conclusion. Elle a également écrit une lettre, cette fois-ci adressée au conseil pastoral, non pas pour justifier son silence, mais pour souligner que le soutien apporté à une personne en détresse n'a pas besoin d'être public pour être légitime. Il doit toutefois être reconnu à un moment ou un autre. Saint-Martin a commencé à changer, non pas parce qu'elle avait trouvé des réponses définitives, mais parce qu'elle avait appris à agir sans les dissimuler. Cette évolution n'avait rien d'héroïque. Elle était administrative, émotionnelle et morale, et s'est manifestée par de petits gestes qui, mis bout à bout, ont modifié le cours de la vie communautaire. L'acteur principal, l'Église, commençait à se transformer. Non pas en quelque chose de plus fort ou de plus pur, mais en quelque chose de plus authentique. Cette transformation lente et visible préparait le terrain pour ce qui restait à affronter. Car, malgré tous les progrès, une question restait sans réponse. Étienne Morel était-il encore vivant? Et son histoire, jusque-là, ne s'était racontée qu'à travers ses absences. Le changement de position de Saint-Martin n'a pas éteint l'intérêt extérieur. Au contraire, il a agi comme un catalyseur. L'Assemblée extraordinaire et l'article publié par Antoine Lefèvre ont renforcé l'impression publique que l'Église avait enfin cessé d'éluder son histoire. Cela a attiré l'attention institutionnelle et personnelle, créant un contexte où la suite des événements ne pouvait plus être improvisée. Le bureau régional de la confession a dépêché une commission d'évaluation à Lyon. Il ne s'agissait pas d'une enquête punitive, mais d'un examen formel de la gouvernance et des pratiques. Malgré tout, la présence des évaluateurs a instauré un sentiment d'urgence concret. Des rapports devaient être remis, des décisions justifiées et le passé documenté. Marc Delon savait que la commission poserait l'inévitable question. Si Étienne Morel était encore vivant, pourquoi n'avait-il jamais été officiellement déclaré inactif? La réponse exigerait plus que des documents médicaux. Il faudrait un contact direct. Cette prise de conscience mit fin à toute possibilité de report. L'histoire ne pouvait avancer sans que quelqu'un ne retrouve Étienne. Luc Bernard fut recontacté. Cette fois, non plus comme confident, mais comme intermédiaire. Il révéla ce qui était resté implicite jusque-là. Il avait perdu le contact avec Étienne 2 ans auparavant, lorsque les versements à l'établissement avaient cessé. Depuis, il n'avait plus eu de nouvelles. Aucune adresse, aucune confirmation officielle de décès, ni de sortie définitive. Le manque d'informations a ravivé les tensions. L'homme qui avait disparu pour se faire soigner était de nouveau introuvable. La différence, c'est que cette fois, tout le monde savait qu'il avait existé, quelque part de concret. Marc décida d'agir de manière institutionnelle. Il contacta la clinique de Grenoble. La réponse fut rapide et formelle. Étienne avait quitté l'établissement volontairement, sous surveillance médicale, avec un suivi ambulatoire recommandé.
L'adresse fournie à l'époque n'était plus valide. Cette information a accéléré le déroulement des événements. Si Étienne était parti de son propre chef, il y avait une réelle chance de le retrouver. Mais il y avait aussi le risque de contrevenir à son choix initial de rester absent. Claire a été consultée lors de la décision. Au cours d'une réunion brève et directe, Marc a expliqué que le comité exigeait une position claire. Claire a écouté, réfléchi et a accepté à une condition. Tout contact devait se faire dans la plus stricte confidentialité. Aucun média ne serait impliqué. Il n'y aurait aucune tentative de retour forcé. Cette condition a été acceptée. Antoine Lefebvre, pressentant une manœuvre douteuse, intensifia ses investigations. Il découvrit des documents concernant un certain Étienne Morel, venu s'installer, sous une identité légèrement différente, dans une petite ville côtière du sud de la France. Aucune preuve formelle, seulement quelques indices administratifs discrets, rendez-vous médicaux, contrats de location de courte durée, absence d'attache à la communauté. La pression s'intensifia lorsqu'Antoine informa Marc de ses conclusions. Si l'Église ne réagissait pas, la presse le ferait. Le temps, une fois de plus, devenait un facteur déterminant. Marc, Claire et Luc décidèrent de voyager ensemble. Non pas en tant que délégation officielle, mais à titre personnel, directement lié à l'histoire. Hélène resta à Lyon, préparant les documents pour la commission et réglant les problèmes administratifs qui, bien que moins visibles, étaient essentiels à la survie de l'Église face aux événements à venir. Le voyage se déroula en silence. Il n'y eut pas de longues discussions stratégiques. Chacun nourrissait des attentes différentes. Marc y voyait un devoir institutionnel. Luc, la conclusion d'un cycle. Claire, la possibilité de confirmer quelque chose qu'elle avait déjà accepté sans preuve. À leur arrivée dans cette ville côtière, le contraste fut immédiat. Un petit village, sans grandes églises, où personne ne semblait s'intéresser aux dirigeants ni à l'histoire. Un scénario idéal pour quelqu'un qui avait cherché à se fondre dans la masse sans disparaître complètement. La tension narrative se concentrait désormais sur un seul point, la rencontre. Toutes les intrigues secondaires convergeaient vers cette possibilité. La commission attendait des réponses. La presse se rapprochait. L'Église se préparait à reconnaître toute la vérité, quelle qu'elle soit. Le dénouement ne dépendrait ni des affrontements physiques ni des discours publics. Il dépendrait de la réaction d'un homme qui avait choisi le silence comme moyen de survie et d'une communauté qui, pour la première fois, devait décider si elle était prête à écouter. La rencontre n'eut lieu ni dans une église, ni dans un hôpital, ni dans aucun lieu évoquant le passé d'Étienne Morel. Elle se déroula dans un petit café près du port, dans une rue où l'odeur du sel se mêlait à celle du café fort et du pain frais. Un lieu de passage, suffisamment anonyme pour se passer d'explications. C'est Luc qui l'a reconnu en premier. Il n'y avait aucun doute. Son corps était différent, plus mince, les épaules légèrement voûtées, mais la façon dont il tenait la tasse, à deux mains, trahissait sa vieille habitude de chercher la stabilité dans des gestes répétitifs. Étienne ne sembla pas surpris de les voir. Il leva simplement les yeux, comme s'il reconnaissait quelque chose d'inévitable. Marc fut le premier à s'approcher, mais il s'arrêta à quelques pas de la table. Claire resta debout, à les observer. Luc s'assit sans demander la permission. Le silence initial n'était pas gênant, il était nécessaire. Étienne fut celui qui perça le mystère, non par une explication, mais par une révélation. On l'avait retrouvé plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. Cette simple phrase dissipa toute illusion de hasard. Il savait qu'on le retrouverait, il avait simplement cru avoir plus de temps. Marc parla peu. Il se contenta de dire que l'Église devait prendre une position claire. Il ne demanda pas de réponse. Il n'exigea aucune justification. Il constata le fait. Le silence n'était plus tenable. Étienne écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il répondit, il ne parla pas d'abord de l'Église, mais du corps. Il raconta que, durant ses dernières années à Lyon, il lui arrivait de se réveiller sans reconnaître son propre nom, qu'il prêchait des textes qu'il devait relire comme s'ils avaient été écrits par un autre.
que sa crainte n'était pas de devenir fou, mais de continuer à être perçu comme une personne entière alors qu'il ne le ressentait plus ainsi. Le rebondissement ne résidait pas dans la révélation de la maladie, on le savait déjà, mais dans la raison ultime de son départ. Étienne a avoué que, dans les semaines précédant sa disparition, il avait commencé à confondre les visages lors des offices. Il ne se souvenait plus des noms. Il ne reconnaissait plus des personnes qu'il connaissait depuis des décennies. Le véritable risque n'était pas seulement personnel, mais aussi institutionnel. Il pouvait, à un moment donné, révéler des secrets de thérapie, brouiller les pistes, causer des dommages irréversibles. Il choisit donc de partir pendant l'office, non par fuite, mais par une interruption maîtrisée. S'il avait disparu brusquement, l'Église aurait été choquée, mais elle aurait préservé son image d'intégrité. S'il était resté, la chute aurait été lente et publique. Claire écouta tout sans intervenir. Lorsqu'elle prit la parole, elle ne demanda pas d'explications supplémentaires. Elle déclara simplement qu'il n'avait pas le droit de décider seul de ce que les autres allaient endurer. Ce fut la première accusation directe formulée à cet endroit. Étienne accepta. Il ne se défendit pas. Le véritable moment décisif survint lorsque Marc posa la question que tout le monde évitait. Étienne avait-il l'intention de rester porté disparu ? La réponse vint sans hésitation. Essayer, mais pas pour la raison que tout le monde imaginait. Étienne expliqua qu'il n'était plus aussi malade qu'auparavant. Son état s'était stabilisé. Il pouvait, en théorie, revenir. Ce qui l'en empêchait était autre chose. Il avait constaté, avec le recul, que l'Église fonctionnait mieux sans la centralisation qu'il incarnait. La crise avait imposé la croissance, la transparence et un partage des pouvoirs, précisément ce qu'il n'avait jamais pu promouvoir de son vivant. Son absence a eu un impact plus transformateur que son leadership. Cette prise de conscience fut le coup de grâce. La disparition, que tous avaient considérée comme une erreur ou une tragédie, s'avéra être un choix aux conséquences inattendues et positives. Marc comprit alors que le conflit ne se résoudrait ni par un retour, ni par une révélation publique. La solution impliquait d'accepter que certaines histoires ne s'achèvent pas par une restauration visible, mais par une redéfinition. La décision fut prise sur place, sans vote formel. Étienne ne reviendrait pas. L'Église annoncerait officiellement son départ définitif, se contentant d'une explication publique, se limitant à l'essentiel. Un responsable tomba malade, demanda de l'aide, et ne revint pas de son plein gré. Avant de se séparer, Étienne tendit à Claire une fine enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier, une autorisation légale lui permettant de mettre fin officiellement à tout lien administratif restant en son nom. Pas de lettre personnelle, pas d'adieu émouvant. Luc se leva le premier. Son rôle de gardien était terminé. Tandis qu'ils se séparaient, Étienne ne les regarda pas partir. Il se retourna vers la tasse, désormais froide. Le point culminant n'avait pas été des retrouvailles. Il avait été l'acceptation définitive que leur présence n'était plus nécessaire à la conclusion de l'histoire. Le retour à Lyon ne s'est pas fait immédiatement annoncer. Marc Delon a choisi de respecter le délai entre le match et la communication publique. Non par stratégie, mais par nécessité pratique. La vérité, désormais complète, exigeait son propre rythme pour ne pas se transformer en spectacle. La commission régionale a reçu le rapport final une semaine plus tard. Le document était direct, sans euphémisme. Étienne Morel avait démissionné volontairement pour raison de santé, s'était fait soigner et avait choisi de ne pas reprendre ses fonctions pastorales. Le silence institutionnel était reconnu comme une erreur de gouvernance, et non comme une tentative malveillante de dissimulation. Les recommandations incluaient des changements administratifs déjà en cours. Aucune sanction officielle n'a été infligée. Une surveillance continue a été mise en place. Contrairement aux craintes de beaucoup, Saint-Martin ne s'est pas vidé. Certains fidèles se sont éloignés, incapables d'appréhender la complexité de la vérité. D'autres s'en sont rapprochés. La fréquentation s'est stabilisée à un niveau inférieur, mais avec une participation accrue.
L'Église a cessé d'être un lieu de réponse toute faite et est devenue un espace de coexistence consciente dans un cadre défini. Marc Delon a consolidé son leadership non par le charisme, mais par une éthique irréprochable. Ses décisions sont devenues plus collégiales, formalisées et partagées. Il a refusé le titre informel de pasteur principal, adoptant officiellement le rôle de coordonnateur pastoral. Ce geste symbolique reflétait la transformation structurelle amorcée par la crise. Hélène Roche devint la principale figure administrative de l'Église. Son travail rigoureux permit la mise en œuvre des nouvelles procédures sans rigidité excessive. Pour la première fois, elle autorisa la consignation des erreurs sans correction immédiate, comprenant que la transparence impliquait la reconnaissance des imperfections. Paul Giraud a trouvé sa place en dehors des fonctions dirigeantes. Il s'est engagé dans des projets sociaux liés à l'Église, mais sans rôle décisionnel. Son rapport à la foi est devenu moins institutionnel et plus concret. Le poids de la culpabilité n'a pas complètement disparu, mais il a perdu l'effet paralysant qu'il avait eu pendant des années. Luc Bernard reprit sa vie anonyme, cette fois par choix. Il refusa toute invitation à donner de nouvelles conférences ou interviews. Sa participation à l'histoire prit fin dès l'instant où la vérité cessa de dépendre uniquement de lui. L'invisibilité, jadis défensive, était devenue liberté. Claire Morel a officiellement mis fin aux liens administratifs d'Étienne avec l'Église et l'a démis de ses fonctions. Aucune cérémonie ni hommage public n'ont été organisés. Elle a simplement demandé que son nom ne figure que dans les archives historiques, sans plaque ni salle dédiée à sa mémoire. Dans un geste silencieux, Claire déménagea dans un appartement plus petit, plus proche du centre-ville. Le passé n'était pas effacé, mais il n'occupait plus un espace physique disproportionné. Le deuil, enfin, avait trouvé une forme définitive. Après quelques derniers articles, la presse s'est désintéressée. Il n'y avait pas de scandale persistant. Aucun coupable n'avait été clairement identifié. L'affaire n'a pas suscité d'indignation durable. Paradoxalement, cela a confirmé la justesse de la conclusion. Saint-Martin a continué d'exister non pas comme un exemple de dépassement héroïque, mais comme la preuve que les institutions peuvent survivre aux vérités dérangeantes lorsqu'elles choisissent de les affronter sans phare. Quant à Étienne Morel, il resta où il était. Il ne reprit pas ses fonctions de responsable de communauté, il n'écrivit pas de livres, il ne donna pas d'interviews. Il vécut discrètement, à un rythme différent, conscient que sa plus grande contribution n'avait pas été un sermon, mais que la décision de partir avant son arrivée causa plus de tort que son absence. La conclusion n'offrait ni rédemption totale, ni châtiment exemplaire. Elle offrait quelque chose de plus rare, la cohérence. Chaque personnage se retrouvait là où ses choix l'avaient mené, sans raccourci narratif, sans réinterprétation forcée. Cette histoire ne portait pas sur une disparition inexpliquée, mais sur le prix du silence prolongé et sur le type de développement qui n'arrive que lorsque la vérité cesse d'être un risque et devient une responsabilité partagée. Des années plus tard, l'église Saint-Martin existait toujours, aussi discrète qu'auparavant. De nouveaux noms occupèrent les bancs sans que personne ne connaisse les détails de ce qui s'était passé. L'histoire d'Étienne Morel demeurait dans les archives, accessible seulement à ceux qui choisissaient de la chercher. Dans une ville côtière du sud de la France, un homme marchait chaque matin sur le quai, toujours à la même heure. Il ne prêchait pas, n'enseignait pas, n'expliquait rien. Il observait, il vivait. La disparition cessera d'être un mystère. Elle deviendra simplement un choix inscrit dans le temps, silencieux, définitif et humain. Si cette histoire a suscité chez vous réflexion, doute ou émotion, n'hésitez pas à partager en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Croyez-vous que le silence puisse protéger ou a-t-il toujours un prix trop élevé? Des histoires comme celle-ci existent car les décisions humaines sont rarement simples et leur interprétation contribue à leur signification finale. Si vous appréciez les récits profonds et réalistes basés sur des dilemmes moraux qui remettent en question les certitudes, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant des nouvelles histoires comme celle-ci. Votre soutien permet à ces récits de perdurer et de toucher un public plus large.